Pour commenter cette actualité, nous accueillons Paul Vanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional La France Insoumise d'Île-de-France. À vos côtés, Ergun Toparslan. Bonjour. Bonjour. Vice-président de Territoire de Progrès. Et face à vous, Jean-Marc Chipot. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Debout la France. Et à vos côtés, Jean-Marie Villain. Bonjour. Maire Les Centristes de Viry-Châtillon. Alors que l'actualité s'était depuis quelques semaines intéressée à d'autres sujets, voilà donc que l'on reparle de la Covid. Le virus fait son retour cette semaine. En quelques chiffres clés, on parle de 5e vague, de 3e dose, sans oublier l'annonce de l'intervention d'Emmanuel Macron mardi soir. Bref, de quoi nous ramener quelques mois en arrière et de raviver nos inquiétudes, voire notre lassitude. On va tout de suite aborder cette toute dernière annonce, celle du Premier ministre qui, en déplacement ce matin en Haute-Savoie, a annoncé que si le taux d'incidence nationale dépassait les 200 cas pour 100 000 habitants, le pass sanitaire deviendrait obligatoire dans les stations de ski, ainsi que le port du masque, notamment dans les files d'attente des remontées mécaniques. Voilà jusqu'à quand aussi les Français pourront-ils accepter ces mesures qui sont prolongées. On l'a vu cette semaine, la loi a été passée pour permettre à l'exécutif de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet. C'est un véritable scandale. D'ailleurs, on a pu remarquer que dans l'Assemblée nationale, Nicolas Dupont-Aignan se sentait un peu esseulé, puisque je crois que Jean-Luc Mélenchon était là au début de la séance, mais on n'a pas vu Christian Jacob, on n'a pas vu Marine Le Pen, on n'a vu personne. Donc 125 voix pour, 85 voix contre. Voilà. Et on donne un blanc-seing au gouvernement pour faire ce comme on lui semble en matière sanitaire jusqu'au mois de juillet. Vous pouvez me dire quelle est l'urgence aujourd'hui qu'il y a à remettre le pouvoir législatif entre les mains de l'exécutif, c'est-à-dire d'un homme seul, comme ça, jusqu'au mois de juillet, pendant 9 mois. Je suis désolé, dans toutes les grandes démocraties matures, le Parlement est consulté régulièrement, intervient, infléchit la politique de gouvernement. La Chambre haute est écoutée, ce qui n'a absolument pas été le cas. Tous les amendements qui ont été proposés par le Sénat ont été balayés d'un revers de la main par le ministre de la Santé. On n'a jamais vu ça, en fait, c'est absolument invraisemblable. Maintenant, pour le sujet dont vous parliez, on est toujours en absurdie. Ça n'a pas changé. Mettre un masque dans une file d'attente, sur un téléphérique, enfin, vous pouvez m'expliquer la logique de ce truc. Juste un exemple. Si vous venez de Nancy à Paris, vous prenez le TER, 3h58 de trajet, vous n'avez pas besoin de passe sanitaire. Vous faites le même trajet en TGV, vous ne restez qu'1h30 confiné, là, il vous faut un passe sanitaire. Voilà. Des âneries comme ça. On en a, mais on est le spécialiste qui a fait dire à cette fameuse journaliste allemande qu'on vivait en Absurdistan. Mais ça n'évolue pas, ça ne bouge jamais, au moins jusqu'au mois d'avril. Après, on verra. Bon, allez, si on peut rester 2 secondes sur le sujet qui nous préoccupait. Alors, je pense qu'on ne doit pas être dans le même univers, on est dans un méta-univers. Lorsque vous ne voyez pas Nicolas Dupont-Aignan, lorsque vous voyez que les amendements du Sénat sont pris en compte par le ministre de la Santé, on ne doit pas vivre dans le même pays. Premier point. Deuxième point, je vais pas revenir sur ce que disait M. Vanier. Depuis le mois de juillet, je répète quasiment mot pour mot ce qui vient d'être dit, notamment sur les préconisations de l'OMS. Parce que, si c'est rassurant, parce que figurez-vous qu'effectivement, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est l'état d'impréparation systématique de ce gouvernement. Depuis 2 ans, on dit attention, il peut y avoir une deuxième vague. Au mois de juillet, je disais attention, la situation s'améliore, mais il ne faut pas exclure l'arrivée d'un retour en saisonnalité. On en est à la 5e vague. On annonce la 5e. Mais pardon, c'est un virus qui revient en hiver. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement est surpris par le fait que le virus revienne à ce moment-là. Donc, la priorité, effectivement, c'est de vacciner les personnes à risque parce que le vaccin est développé. Son but, c'est de prémunir les personnes vaccinées de développer des formes graves. En revanche, la vaccination des enfants, la vaccination des personnes de moins de 40 ans, ça ne sert à rien. Voilà pour cette première partie de 90 minutes info. On fait une courte pause et puis on abordera une autre crise, la crise migratoire cette fois. Tout de suite. Deuxième thématique de 90 minutes info. Aujourd'hui, la crise migratoire. Au moins 853 migrants ont traversé illégalement la Manche vers les côtes anglaises mercredi. Selon le ministère britannique de l'Intérieur, c'est un nouveau record qui porterait à plus de 17 000 le nombre de personnes ayant emprunté cette voie cette année entre la France et le Royaume-Uni. Près d'1 millier de migrants sont aujourd'hui à Calais, avec l'espoir de passer en Angleterre. Sous la pression des associations humanitaires qui leur viennent en aide, l'État a décidé d'ouvrir un nouvel accueil de nuit dans la ville, une décision qui provoque la colère de certains élus locaux. Reportage sur place de Damien Deparnay avant d'ouvrir le débat en plateau. Roule.
Oui, c'est un jeu de pouce-pouce un petit peu, parce que là, on est dans une configuration où en fait, la France est le pays de sortie. Mais bien souvent, avant d'être le pays de sortie, la France est un pays d'entrée. Et puis avant la France, vous avez l'Italie, qui est en première ligne, qui est On y viendra dans quelques minutes. Qui est totalement abandonnée par l'Union européenne, par toutes les instances internationales. Dans cette problématique-là, les pays sont livrés à eux-mêmes. Alors que ça devrait être un sujet de préoccupation, là, pour le coup, global. Il n'y a absolument aucune coopération articulée, sérieuse de l'Union européenne. C'est même pire que ça. Parce que là, on a effectivement, il y a un devoir d'humanité. Effectivement, on ne peut pas traiter ces gens-là comme des bêtes. C'est la moindre des choses. Mais, quand j'entends, moi, en 2016, le commissaire européen à l'immigration, Dimitris Avramopoulos, si ma mémoire est bonne, qui dit on va avoir besoin, dans les années qui viennent, de 6 millions d'immigrés, quand il fait ça, c'est une interview dans la Tribune de Genève, quand il fait ça, de facto, il passe commande de 6 millions d'êtres humains à des passeurs, à des mafias, de l'autre côté de la Méditerranée. Ça doit s'arrêter. Moi, je suis désolé, je ne suis pas suspect d'être favorable aux démocrates américains, mais Kamala Harris, qui était vraiment l'égérie de la gauche américaine, a quand même fait en juin dernier le déplacement au Guatemala pour être très clair vis-à-vis des Guatémaltèques et leur dire « do not come ». Voilà. Et tant qu'on n'aura pas déjà cette posture-là vis-à-vis des pays qui nous envoient d'immigrants, ça n'avancera pas. Derrière, et bien évidemment, on ne rend pas les gens éligibles au droit d'asile. Ils ont un droit d'asile ou ils ne sont pas éligibles. S'ils ne sont pas éligibles, ils doivent repartir. Et après, il y a toute une politique à élaborer dans le calme, réfléchir entre les différents pays de l'Union européenne, effectivement. Ils y réfléchissent déjà. Enfin, les réunions à Bruxelles sur les sujets sont nombreuses. C'est encore une fois d'argent, de moyens dont nous manquons. C'est des choix politiques avant tout, parce que... Les deux, de moyens et de volonté politique. Parce que là, sur ce point précis, là, les migrants, d'abord, cette histoire-là, elle part de quoi? Il y a un refuge qui a été ouvert, qui contenait 80 places. J'ai résumé tout à l'heure l'histoire. Voilà, donc il y a tout de suite... Un refuge qui a ensuite été fait fermer. Voilà, il y a tout de suite 200 migrants qui sont arrivés. Bon, les gens de l'association ont mis tous ces braves gens dans la gare. La gare qui ne pouvait pas les accueillir. Manifestation, etc. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à trier ces migrants, parce que c'est un sujet quand même qui est relativement sordide. Hein. Donc on en a trié quelques-uns. On les a envoyés par petits groupes pour des raisons de passe sanitaire. On voulait pas les envoyer tous ensemble, parce que sinon ça enfreignait le sacro-saint passe sanitaire. On les a envoyés sur Lyon, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Mais après-demain, ils sont chez Madame Bouchard, à Calais. Et on va les retrouver dans une barque. Donc on ne règle jamais le problème. Jamais. Moi, je me suis présenté aux législatives en 2017 dans la circonscription de Menton. Bon. Dans cette circonscription-là, vous avez un individu qui est très bien identifié, on fait des films sur lui, il va se promener au Festival de Cannes, il se fait livrer ses caravanes par hélicoptère, enfin, c'est une star locale. Quand on voit les gens, quand on prend les gens à Vintimille ou même en Sicile, ils ont les coordonnées GPS de cet individu dans leur smartphone. Parce qu'ils partent tous avec un smartphone. Donc ce sont des réseaux. Alors après, on peut se donner toutes les bonnes raisons du monde. Moi, je suis le premier à dire que, vous savez, dans les Alpes, il y a une tradition d'accueil. Pour mettre fin à ce genre il y a une tradition d'accueil qui est millénaire. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens dans le froid en hiver. Mais, entre accueillir les gens décemment et encourager des réseaux, pour la plupart qui sont mafieux, je suis désolé, il y a quand même une lutte à apporter. On peut très bien ramener 800 migrants qu'on récupère dans la Manche, on peut les ramener sur la côte française. Et là, on peut très bien prendre 880 migrants qui sont en Méditerranée pour les ramener sur la côte libyenne. Et une fois qu'ils sont en Libye, faire en sorte de les accueillir, de monter des camps qui soient décents et pas de les laisser aux mains de la mafia locale. Ça c'est quelque chose qui coûtera infiniment moins cher et à la fois en vie humaine, ce qui est le plus important, et en finance que la situation actuelle. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que la France ne veut pas prendre des décisions aussi radicales que fermeture des frontières, comme l'ont fait d'autres pays. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Il y a les pays européens qui doivent impérativement faire... Elle peut prendre des décisions fermes, mais de toute manière, notre vision, nous, de l'Europe, c'est une Europe de coopération. Donc la France toute seule ne peut pas tout imposer. C'est une coopération avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec d'autres pays qui sont en première ligne aussi, parce que je vous rappelle que la Lituanie, l'Estonie, qui sont frontaliers de la Biélorussie, aujourd'hui subissent une pression très forte
qui elle-même découle des gesticulations américaines et de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Donc, enfin, on est en train de complexifier le système à outrance. Et je peux vous dire que, vu de l'extérieur, on ne peut pas dire qu'on aille vraiment vers une résolution du problème. Au contraire, on est en train de rajouter de l'huile sur le feu en permanence, alors que la France, l'Europe et au moins toute l'Europe jusqu'à l'Oural a vraiment besoin d'apaisement en ce moment et de reprendre les choses calmement à froid. Et par contre, effectivement, sur le plan de la coopération avec les pays en développement, là, on a un instrument dont on peut se servir. Il ne faut pas avoir peur de s'en servir à des tas d'étages. Dans une relation apaisée, encore une fois, avec ces pays-là, il ne s'agit pas d'imposer des choses en se prenant comme étant supérieur par rapport aux autres, mais par contre, il faut qu'on défende nos intérêts. Les pays, quels qu'ils soient, ne connaissent que la force. Ils ne reconnaissent que ça. S'il n'y a pas une volonté farouche pour mener une politique, quelle qu'elle soit, elle échouera. Et jusqu'à présent, tous les gouvernements se sont fourvoyés. Il n'y en a aucun qui soit allé jusqu'au bout de cette démarche et qui ait assumé la politique qu'il présentait lors des élections et qui est assumé de la mettre en œuvre jusqu'au bout une fois que le président était élu. Ça veut dire qu'on n'a malheureusement pas fini d'en parler et d'en débattre sur notre plateau. Tout dépend qui vous élise, Maud Avril. Vous et vous aussi, de toute façon, tout le monde vote. On se quitte une nouvelle fois pour une page de publicité et puis on écoutera ensuite un témoignage assez poignant d'une femme de policier. À tout de suite. Un témoignage à présent pour éclairer de l'intérieur le climat actuel dans lequel vivent les forces de l'ordre et leurs familles. Olivier Gangloff, journaliste à la rédaction de CNews, a rencontré la compagne d'un policier. Elle lui a confié ses inquiétudes quotidiennes, ce sentiment d'insécurité qui fait désormais partie prenante de leur vie, au point parfois de se préparer à devoir cacher la réalité. On écoute un premier extrait de cette interview. Quand on entend ce témoignage, on sent que les familles ne se sentent pas du tout encore protégées. Il y a beaucoup de travail, mais on vient de loin. Ouais. C'est pas de la honte d'ailleurs qu'elle a exprimé, c'est exactement. Oui, c'est de la peur. Oui, c'est moi qui. Et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable que cette société ait dérivé comme ça. Maintenant, il y a vraiment un énorme chantier à mettre en œuvre. Et on peut pas prendre le chantier de la sécurité et de la protection de la police de manière isolée. Il faut tout reprendre de zéro. Ça implique l'éducation, ça implique de l'urbanisme, ça implique réinjecter de l'économie dans les quartiers. Maintenant, l'urgence il y a vraiment une urgence. C'est d'abord effectivement de faire en sorte que toute personne qui s'attaque à un représentant des forces de l'ordre, police, gendarmes, militaires, pompiers, médecins, quand les médecins vont se déplacer dans les cités, faut que tous les professionnels de santé, faut que toutes les personnes qui s'attaquent à cette catégorie, encore une fois, un manque de courage, un manque de fermeté, planchées, bien sûr, et des peines soient condamnées à des peines planchées avec mandat de dépôt derrière. Aux Pays-Bas, qui n'est pas un pays connu pour son côté répressif, ils ont mis en place l'incarcération quasiment systématique. C'est-à-dire que dès la première peine, il y a une incarcération. C'est pas le bagne, ce sont des centres d'hébergement ça ressemble un peu à des Formule 1 d'ailleurs, mais ça marque surtout pour les jeunes. Ça marque que dès qu'il y a un appel au meurtre, un graffiti, comme on a pu voir, des choses comme ça, tout de suite, pendant 24, 48 heures, une semaine, on les sort de leur milieu. Et on leur indique, on les prive de liberté. Parce que l'essence même de la démocratie, c'est la liberté. Et la seule punition qui vaille en démocratie, c'est la privation de liberté. Maintenant, on n'est pas obligé d'être des tortionnaires et d'appliquer ça de manière violente, mais la réponse de la République et de la France doit être immédiate. Non, vous faites des propositions. Enfin, l'exécutif, il est là pour apporter des solutions, au-delà des propositions. Il faut un arsenal législatif le plus large possible pour protéger nos policiers et faire en sorte qu'ils puissent répondre aussi au contexte actuel, parce qu'en France, depuis quelques années, il y a n'importe quelle manifestation devient tout de suite dangereuse, que ce soit les gilets jaunes ou bien des manifestations avec des black blocs qui se mettent en place tout de suite un peu. On est à des années-lumière de l'anonymisation des policiers. Ça fatigue nos policiers, ça les met en porte-à-faux. Le contrôle du pass sanitaire aussi, ça les fatigue. Il y a des tas de choses qui fatiguent les policiers. Là, le problème, c'est que leur vie est en danger. C'est pas du tout la même chose. Bien évidemment que cette procédure d'anonymisation, il faut la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Sur l'état de droit, juste un mot. La justice, au départ, dans la République française, était rendue au nom du peuple français. Toujours. Là, on est en train de la rendre au nom de l'état de droit. C'est une dérive qui nous vient des pays anglo-saxons, qui est extrêmement préoccupante, qui s'éloigne de notre droit romain traditionnel. Et on est en train, effectivement, c'est ce respect, cette religion de l'état de droit qui permet justement à des délinquants de sortir rapidement, ou bien le manque de moyens qui fait qu'ils sont jugés 2 ans plus tard après les faits. Donc il y a des moyens
énorme à mettre en place sur la justice. Et je comprends que les politiques sont toujours inquiets de mettre des moyens sur la justice, parce qu'ils ont peur après de se faire rattraper. Sous le quinquennat. Oui, enfin bon, on est très loin du compte. On est très loin du compte. Donc il faut remettre des moyens massifs sur la justice. Il faut être en capacité d'exfiltrer les personnes qui posent des problèmes dans les cités. Et ça suppose de construire des places de prison. On a un déficit de 40 000 places en France par rapport à un pays comme la Grande-Bretagne, qui n'est pas non plus un pays carcéral. Donc il faut absolument mettre l'accent là-dessus. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, ça ne suffira pas. Il faut être clair, ça ne suffira pas, c'est un préalable. Tant qu'on ne sera pas passé par là, on ne pourra pas avancer. Et puis derrière, des problématiques, effectivement, faut réinjecter une activité dans ces quartiers, parce que comme le seul emploi qu'on puisse y trouver, c'est le trafic de drogue. Les débats ne sont pas terminés. Merci en tous les cas d'avoir participé à ces débats de début d'après-midi. Les débats se poursuivent avec d'autres invités. Patrice Boisfer à la tête de Punchline dans un instant. Bonne fin de journée à tous, je vous retrouve demain.